La prochaine table ronde donc va nous parler du nomadisme. Et effectivement, vous avez vu le concept tout à l'heure du château fort. Il y a quelques années encore, on devait défendre uniquement l'intérieur de notre entreprise. Aujourd'hui, avec la mise en télétravail, avec le contexte aussi des agences diverses et variées qui se multiplient, eh bien, il faut aussi défendre l'extérieur. L'extérieur fait partie intégrante de notre infrastructure. Mon engin ne marche pas bien. Je peux parler très fort, mais on n'entendra pas à distance. Christophe, Thierry, Julien, on parle aujourd'hui des actifs informatiques. Et déjà, pour bien comprendre et expliquer à nos amis, peut-être certains moins techniques, qu'est-ce qu'un actif informatique? Comment on désigne ce nom-là, l'actif informatique? Oui, alors un actif informatique, nous on a découvert cette terminologie justement lorsqu'on a passé notre ISO 27001 et certification HDS, puisque on parle justement d'actifs informatiques et d'ailleurs cette terminologie a évolué dans le temps. Alors aujourd'hui, un actif informatique, c'est tout élément du SI, du système d'information, qui interagit avec et qui fait partie intégrante en fin de compte du système d'information. Donc dedans, on va trouver les postes, les logiciels, les serveurs, tout ce qui est équipement de sécurité. Et là, on pourrait très bien s'imaginer, se dire, est-ce qu'un service ça, c'est un équipement informatique? Mais surtout, il y a une évolution sur cette terminologie, puisque depuis 2017, dans le cadre de l'ISO 27001, on parle même de la donnée. C'est-à-dire la donnée en soi, en fin de compte, a été rajoutée comme étant un actif informatique. Avant, c'était les moyens de traiter cette donnée. Là, aujourd'hui, en fin de compte, même la donnée, en fin de compte, en elle-même, est un actif informatique. Est-ce que mon téléphone portable perso te concerne? Est-ce qu'il contient des données de l'entreprise? Tu sais, oui. Maintenant, oui, hein, en permanence. S'il contient des données de l'entreprise, ça devient en fin de compte un actif informatique sur lequel il va falloir appliquer des mesures de sécurité à la hauteur justement de la valeur de ces données. D'accord, et comment tu identifies les priorités en termes de sécurisation? Quels sont les outils? On va parler d'outils, mais on va essayer de les donner en français plus ou moins pour sécuriser ces actifs informatiques. Alors déjà, première chose, quelle est la priorité en fin de compte à donner? Eh bien moi, je me réfère toujours à la sensibilité, à la valeur de la donnée, de la criticité de la donnée. En soi, il y a certaines données qui sont publiques, tout ce que l'on produit, tous les documents que l'on met sur notre site internet. Et puis, à l'inverse de cela, justement, on a des informations extrêmement sensibles, des dossiers techniques, voire même certains de nos clients qui nous confient leurs données leurs données de santé dans le cadre de la certification de l'hébergement HDS. Donc là, on doit prioriser, bien sûr, encore une fois, de mettre en place les moyens de sécurité, de faire un plan de traitement des risques en prenant en compte justement la sensibilité de ces données. Concernant comment on traite en fin de compte ces actifs, alors c'est vrai qu'on a toute la partie nomadisme et je crois qu'on va en parler juste après de manière un peu plus prononcée, mais de toute façon, tout ce qui manipule justement ces données-là doivent être sécurisés et quel que soit le lieu, l'endroit où ils se situent. Et donc, il est extrêmement important, en fin de compte, d'identifier les utilisateurs, les équipements qui manipulent justement ces données. Le service informatique donc, est mobilisé là-dessus. On parle de plus en plus de solutions avec intelligence artificielle qui vont permettre un petit peu de balayer avant que je reçoive un mail de Thierry RSSI me disant que j'ai cliqué sur un mauvais lien, etc. etc. Voilà. Et qu'il y a une sanction disciplinaire. Et qu'il y a une sanction disciplinaire, donc j'ai ma lettre signée qui est en cours. Voire même Thierry, en fin de compte, qui envoie volontairement des campagnes de phishing
et qui ensuite nous indique que voilà, c'était un faux. Thierry, merci, parce qu'on renvoie au support en disant est-ce que c'est un vrai mail, est-ce que c'est pas un vrai mail, et ils sont saturés. Alors je dirais que c'était un très bon réflexe d'alerter le service compétent. Donc là, Alain fait référence à une campagne de simulation qu'on a lancée en interne parce qu'on produit ces services pour le compte de nos clients, des exercices de simulation et puis on met en place des plateformes de sensibilisation justement pour que les entreprises atteignent progressivement la maturité sur cette compréhension de la cybersécurité. Et donc, lors de ces campagnes, qu'on s'applique aussi en interne, on se doit aussi, nous, d'être exemplaires, d'avoir un programme. Et puis, comme l'a rappelé Tiffaine, la cybersécurité, elle est toujours sur le temps long. Même à un instant T, on peut se considérer comme à niveau, mais le niveau idéal est toujours en train de courir devant nous. Donc, on se doit en permanence de sensibiliser, former, éduquer. Et donc, ce sont ces campagnes de phishing, de simulation qui nous permettent de mesurer la bonne adéquation, la bonne compréhension du sujet au sein de l'entreprise. Donc là, Alain faisait référence à un petit mail qu'il a reçu il y a un jour ou deux, pour lequel on essaye bien évidemment d'avoir de la pédagogie. L'idée, c'est pas de piéger les gens, mais de les mettre en situation de réfléchir en fait, et de par eux-mêmes essayer de comprendre ce qui peut arriver et comment ça fonctionne. On rejoint le sujet de tout à l'heure. Tant qu'on ne comprend pas, c'est très très difficile de se défendre. Et donc l'idée de cette sensibilisation, c'est de former progressivement et d'éveiller les consciences et les réflexes en fait vis-à-vis du risque cyber, qui est un risque majeur, et puis qui peut être soit une attaque qui cible précisément l'entreprise ou un dommage collatéral. Il y a beaucoup de dommages collatéraux en cybersécurité, et beaucoup d'entreprises attrapent des choses malheureusement qui ne leur étaient pas destinées. Donc Julien Wallach, quand mes clients m'appellent ayant été informés d'un risque et qui me disent oui, est-ce qu'on peut faire un test d'intrusion? Est-ce que je suis bien sécurisé? Est-ce que mon personnel... Voilà, quelle est la démarche chronologique? Parce que là, on parle d'humain quand même, Alain qui comprend rien, ou qui essaye de comprendre, mais surtout qui est curieux. Voyant la liste des personnes qui seront sanctionnées par les RH, eh bien, a toute envie d'aller regarder ce qu'il y a dans la pièce jointe. Voilà comment... Bah oui. Ça passe pas. Donc, comment tu t'y prends, toi, en termes de conseils? Ouais, alors c'est vrai que je reste sur du coup le cas du nomadisme, on ne parle pas du reste du système d'information. Ok, je reste sur le nomadisme. C'est très vrai ce qu'a dit Thierry Christophe, c'est que c'est vraiment là le premier point, c'est la personne, parce qu'elle est en dehors du système d'information, elle est des fois isolée parce qu'elle est chez elle ou dans un open space ou quoi, et c'est pas toujours évident, où on prend pas forcément le temps effectivement de demander l'info, parce que son collègue est pas là, c'est quelqu'un qu'on connaît pas qui est à côté, et donc on n'a pas forcément les mêmes réflexes, et donc c'est vrai que c'est beaucoup une question de sensibilisation. Et la première chose à faire pour une organisation, de prendre en compte du coup ce facteur qui est complètement aléatoire, parce que c'est la façon dont la personne va répondre, c'est de bien identifier qu'est-ce que la personne a emporté. Je vais prendre un exemple qui est simple, que tout le monde devrait faire, que personne ne fait. Quand on va à un salon, il faut se dire que je vais prendre un PC qui est vide, qui ne sert à rien, je l'ai appris limite au boulanger, on s'en fout, et on met que des données qui sont publiques dessus. Et ce PC, j'ai envie de dire, il n'y a même pas besoin de faire cyber, il n'y a même pas besoin de sensibilisation. On pourrait presque le jeter à la poubelle après le salon, on s'en fiche. Et ça, c'est un gros point qu'il faut identifier au niveau des entreprises, c'est qu'est-ce qu'il y a sur le PC, qu'est-ce qu'on veut mettre dessus, qu'est-ce que la personne emporte. Parce que là, dans le cadre d'un salon, normalement, dans un salon, on ne dit pas d'infos confidentielles dans un salon. Donc la personne n'a pas besoin d'emmener son poste qu'elle utilise tous les jours au travail, sur lequel potentiellement il y a des infos sensibles. Elle va prendre un autre poste avec les infos qui sont diffusées, diffusables, et qui du coup n'ont par conséquence pas besoin d'être sécurisées. Du coup là on règle le problème. C'est presque le coût le moins cher et le plus facile d'un point de vue humain, et le moins aléatoire. Après effectivement, quand on part ailleurs et qu'on est obligé d'avoir des informations qui sont sensibles sur nous, là il y a plusieurs questions, c'est le trajet qu'on va faire.
Imaginons, je vais chez un client qui est en face de moi au niveau de la rue. Bon, normalement, il n'y a pas trop de risque de perte au niveau purement physique dans le trajet. D'accord ? Là, du coup, ça va être de la question purement sur le poste. Est-ce qu'on fait confiance au client sur lequel on va et chez qui je me connecte ? Est-ce que je lui fais confiance ou pas ? Ça, c'est à lui de déterminer s'il fait confiance ou pas à ce client. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après, pour des trajets plus longs, on passe par la gare, on passe peut-être par l'aéroport, on va peut-être par un pays aussi qu'on ne connaît pas forcément. Là, il y a plus d'aléatoires, il y a plus de risques parce qu'on prend un trajet qui est hostile. D'accord ? Il est par définition hostile. Et là, effectivement, en plus de la sensibilisation, le service cyber va devoir implémenter des choses qui sont naturelles et presque transparentes pour l'utilisateur. Parce que ce qu'on veut limiter, c'est ce caractère aléatoire de la personne qui est derrière le PC, dans du nomadisme. D'accord ? Donc, la connexion du VPN automatique quand il se connecte sur un Wi-Fi qui n'est pas connu, ça, c'est quelque chose qu'il faut que ce soit transparent pour l'utilisateur. Si c'est l'utilisateur qui doit faire la démarche, tout de suite, il y a un risque, il y a un côté aléatoire et on ne va pas savoir si on ne va pas pouvoir garantir que notre donnée n'est pas partie. D'accord ? Donc ça, c'est ultra important. Et puis après aussi, il y a une troisième, on va dire ça, c'est pour le côté du trajet. Une fois qu'on arrive à la destination, quand on part dans un pays qui est étranger, il faut toujours se dire, et ça c'est le boulot du service cyber avant, de faire une sorte d'analyse des risques où on se dit, si je vais dans tel pays, bon, ça va, on lui fait confiance, c'est un partenaire, on travaille ensemble, etc. On va dans tel pays, on sait qu'ils sont en train de monter une boîte qui va être pile poil concurrente à la nôtre, qui veut faire exactement le même type de produit. Peut-être que là, on va se dire en amont, alors déjà, on va prendre le salarié qui y va, on va le sensibiliser ensemble pendant 1 heure en lui disant fais gaffe à ci, fais gaffe à ça, aussi bien d'un point de vue informatique que d'un point de vue physique. Hein. On ne laisse pas l'ordinateur traîner à l'hôtel, on ne le laisse pas allumer à droite à gauche parce que attention, d'accord ? Et puis il va y avoir peut-être un peu une sorte de passage en mode ultra restreint du PC. Ça va être un peu chiant pour l'utilisateur parce qu'il y a 2-3 choses qu'il ne va pas pouvoir faire. Mais ça va être des conditions qui sont nécessaires pour éviter que nos infos qui sont confidentielles sur le PC partent au concurrent qui est en train de se monter dans le pays voisin. Voilà. Julien, c'est génial, c'est une super belle vue, c'est très universitaire, c'est très bien. Mais d'ailleurs, on le fait, nous, hein, quand on va voir nos clients, s'il n'y a pas des bornes extreme ou du firewall Barracuda, on n'y va pas, hein, c'est clair. Hein. Mais bon, plus sérieusement. Christophe, Thierry, encore une fois, vous avez entendu Julien, ça fait partie des démarches qu'on a adoptées chez nous, chez Polyteam. Qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement ? Julien parle PC, parce que c'est bizarre, mais on parle de nomadisme, mais on parle de nomadisme des PC, puis des humains. Parce qu'on sécurise les PC, parce que la notion la plus importante, tu l'as dit Julien, c'est la donnée. Alors qu'est-ce qu'on a mis chez nous en place pour sécuriser cette donnée et ce PC ? Dans le cadre ou tablette ou téléphone ou ce que tu veux. Bien sûr. Non, dans le cadre en fait compte du nomadisme, il est vrai que les données en soi vont continuer. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que les données vont continuer à être manipulées en dehors du château fort, et donc il est nécessaire lorsque l'équipement, et là je parle d'équipement au sens large, le téléphone, l'ordinateur portable, etc. Lorsque celui-ci quitte finalement le château fort, devienne lui-même en fin de compte un petit château fort, en tout cas c'est l'image que moi je m'en donne, de façon à ce qu'on puisse continuer à manipuler justement les données sensibles tout au long, en fin de compte, quel que soit l'endroit où se situe finalement l'ordinateur. Donc on continue à gérer l'antivirus à distance, on continue à gérer la partie patch, on continue à traiter les vulnérabilités sur le portable, sur le téléphone, quel que soit l'endroit où il se situe. Et puis c'est vrai qu'en nomadisme, il y a quelques règles en fin de compte à ajouter. Alors on sensibilise les utilisateurs, on écrit une charte, on fait des sessions. Et je dirais entre autres, en fin de compte, par exemple, de bien sûr chiffrer le disque dur de l'ordinateur lorsque, notamment, alors chez nous, en fin de compte, que l'ordinateur soit à l'intérieur ou à l'extérieur, celui-ci chiffré.
mais par exemple de mettre en place des filtres de confidentialité sur l'ordinateur, de façon à ce que le voisin dans le TGV ne puisse pas accéder en fin de compte aux données, même par simple curiosité. Que si on doit laisser le poste en fin de compte sans surveillance dans un lieu, bien penser à l'attacher avec un câble anti-vol permettant de le fixer à un élément solide. Et puis toujours cette sensibilisation sur les fameuses clés USB, etc., etc. Donc nous, on a mis en place justement des solutions qui nous permettent de piloter, gérer les équipements, quel que soit l'endroit où ils se situent. Et puis on passe par de la charte, par de la sensibilisation concernant justement les mesures de sécurité additionnelles que l'on doit avoir lorsqu'on est en nomadisme. Ok, donc là on parle de la sécurisation du poste en lui-même. Mais tu le disais tout à l'heure, la sécurisation, c'est pas que le poste, c'est aussi la donnée. Et quand on parle de données, et je pense qu'on est tous dans le même cas, on pense aussi aux données qu'on maîtrise pas forcément, notamment si je prends notre ami Microsoft, les données qu'on a sur 365. On utilise tous aujourd'hui ce formidable outil qui est 365. Et on a cette problématique de sécurisation de 365. C'est pas chez nous, on maîtrise pas. On l'a dit tout à l'heure, on a déporté chez quelqu'un, mais on a un problème de maîtrise. Julien nous a expliqué, il y a ça, c'est des niveaux de sécurisation plus ou moins bons, etc. Il faut qu'on sécurise ce type d'outil aujourd'hui. Donc là, ça, c'est plus une question pour toi, Benoît. Alors, effectivement, on parle de 1h30, pas plus. Parce que vous avez 4 heures. Effectivement, 365 est un magnifique outil au service du nomadisme, finalement, qui va permettre à l'ensemble des collaborateurs de la société de pouvoir travailler, accéder à des outils indispensables pour pouvoir être efficace, agile. Et il y a une étude qui est parue en 2021 et il y avait 52% des chefs d'entreprise ou des SI qui admettaient que 52% de leurs données sensibles étaient hébergées dans leur SharePoint, dans leur OneDrive. Donc on parle de nomadisme et de sécurité. Effectivement, la problématique de l'accès à 365 et de voilà, on n'accède pas uniquement aux services de messagerie, on accède à un ensemble de données très confidentielles. Et alors, comment on fait pour sécuriser l'accès à 365 ? C'est un peu complexe. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui dans le dark web 4 milliards de login passwords qui sont disponibles à l'achat et que la marque Microsoft 365 est la marque la plus usurpée. C'est-à-dire qu'on va régulièrement, c'est classique de recevoir des emails qui vous invitent pour justement, en plus une procédure de sécurité, à renouveler votre login password. Il faut savoir que voilà, c'est vraiment le quotidien. Donc tu as parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle. Comment je fais, comment j'arrive à me rendre compte que quelqu'un qui va se loguer avec un bon login password sur 365 n'est pas légitime. Très clairement, des outils d'anti-spam traditionnels qui reposent sur des outils ou sur des listings de réputation sont incapables de détecter de telles intrusions. Donc, il faut des outils bien plus performants, bien plus efficaces, bien plus agiles, bien plus modernes. Donc, il faut effectivement, c'est le jeu du chat et de la souris, il faut constamment mettre à jour ces niveaux de sécurité et avoir des outils qui vont être capables de se dire, écoutez, c'est très étonnant, cet utilisateur qui se connecte à mon compte 365, eh ben, c'est pas son PC d'habitude, c'est pas son mobile, il se connecte depuis un pays éloigné alors que 2 heures avant il était en France. Bref, un ensemble d'informations qui vont être des signaux importants d'usurpation de compte, d'usurpation d'identité. Aujourd'hui, c'est vraiment, il faut avoir des outils. Lorsqu'on a 365, c'est absolument indispensable. En complément, je vais dire, d'outils alors désolé pour d'authentification multiple, de MFA, on en parle, des sociétés qui ont opté pour 365 doivent absolument avoir de tels outils d'authentification multiple parce que, comme je vous le dis, sur le dark web, il y a énormément de login passwords qui sont disponibles. Voilà le type d'outils auxquels il faut mettre en place pour pouvoir sécuriser cet accès à des données sensibles. Alors concrètement, tu nous parlais d'intelligence artificielle, même si plusieurs d'entre nous doutent un peu sur l'idée d'intelligence, mais bon, on va parler d'algorithme. Concrètement, ça fait quoi ? Tu m'en parlais l'autre jour, tu me disais, aujourd'hui, on sait détecter le niveau de relation qu'il y a entre les personnes et savoir
Si on dit tu, on dit vous, tu Alors m'en parlais, effectivement, là. il y a des outils qui sont très puissants aujourd'hui. Il faut savoir que quand on envoie un email à quelqu'un, au-delà du corps du texte, il y a énormément de métadatas qui sont gâchés, qui comprennent des adresses IP, des adresses de localisation. Et on a des outils aujourd'hui qui sont capables d'étudier le formalisme de discussion entre les utilisateurs en s'appuyant sur l'API 365. Pour faire simple, l'outil va être capable d'analyser des échanges récurrents entre différents utilisateurs et constater que, comme Michel écrit à Eric, effectivement, il y a un certain formalisme, un certain phrasé. Et si jamais, du jour au lendemain, on va passer du tutoiement au vouvoiement ou qu'on ne va pas terminer sa phrase de la même manière, et ça va être des informations, des indices supplémentaires pour notre outil, pour des outils qui existent sur le marché, et détecter qu'encore une fois, on est peut-être sur de l'usurpation de compte et d'usurpation d'identité, et on va bloquer au préalable, et après on va demander si éventuellement la discussion était légitime, mais on est obligé aujourd'hui, c'est vraiment, c'est un outil absolument magnifique, 365, qui permet aux entreprises de continuer à travailler, mais c'est de par cette utilisation très intense, elle fait évidemment l'objet de tout l'intérêt des hackers, et donc il faut des outils spécifiques. Alors, avec le rapprochement de Folia Team, moi je suis amené beaucoup à me déplacer maintenant entre les différentes agences du groupe. Donc la sécurité se fait pas uniquement en nomadisme. Enfin, c'est un nomadisme un petit peu interne, quoi. Je vais dans les agences du groupe. Comment, avec Xstream, je peux gérer une sécurité qui sera toujours la même, quel que soit l'endroit où je me trouve? Alors, effectivement, on le voit, le réseau il s'étend au-delà de la frontière de l'entreprise. Il va sur du multisite, il va sur de la connectivité. Vous l'avez cité. Lorsqu'on va en rendez-vous chez un client, un partenaire, un fournisseur, appelons-le de toutes les manières, effectivement, ce réseau, on ne peut plus l'arrêter. Parce qu'on a besoin de fournir l'accès. On a vu, et c'est là où on voit la complémentarité de nos activités sur les différentes couches de protection. Je vais revenir peut-être sur quelque chose de plus basique. Finalement, Xstream, on a un gestionnaire de route. Donc, on peut avoir des très belles autoroutes. S'il n'y a pas de barrière de sécurité sur les côtés, on peut vite sortir du droit chemin et on peut vite avoir des problèmes. Et c'est vraiment là qu'est notre métier. Donc, je vais laisser après la parole à Guillaume. Mais ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que le réseau filaire, jusque-là, on pouvait le contrôler. Parce que finalement, si je ne suis pas connecté au fil de l'entreprise, quelque part, je n'ai pas de porte d'entrée dans ces données. Si je reprends le château fort, il y a la salle du trône, ça peut être le comité de direction, il y a des choses qui se passent à huis clos, mais aujourd'hui... C'est souvent pareil. D'où la salle du trône, mais très souvent, aujourd'hui, on est connecté sur un réseau Wi-Fi, parce que plus simple, moins coûteux, moins de complications à mettre un câble. C'est comment je vais finalement protéger aussi ces données qui deviennent volatiles en dehors de cette protection du PC, parce que n'importe qui a ses accès au Wi-Fi pourrait très bien regarder ce qui se passe dans les données. Tu l'as cité, Benoît, il y a un certain nombre d'informations qui transitent, de localisation, de qui je suis, etc. Donc il y a aussi ces aspects de protection qui vont entrer en jeu à notre niveau sur cette approche. Et puis, il y a un élément aussi qui est d'éducation, une continuité d'éducation. Je pense que vous avez tous été dans des hôtels, dans des salles de conférences, etc. On voit même dans certaines entreprises encore une affiche sur un mur en donnant la clé du réseau Wi-Fi. Mais le Wi-Fi, on ne l'arrête pas derrière les murs. Et une fois que j'ai cette authentification, n'importe qui, depuis l'extérieur de mon bâtiment, peut continuer à essayer d'accéder à ces données. Donc ça, il faut qu'on change aussi les mœurs dans cette façon, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue simple utilisateur, la manière dont on vient accéder à ces données, parce que là, il y a des failles de sécurité monstrueuses en termes de données. C'est la même chose dans les confidentialités. Est-ce que tout utilisateur peut accéder à tout type d'informations n'importe où dans l'entreprise? Nous, on a des logisticiens aussi en termes de clients qui ont des entrepôts qui doivent être sécurisés, qui sont habilités secret défense, etc., sur lesquels on doit cloisonner aussi des accès d'un point de vue réseau, filaire, non filaire, à ces données. Donc c'est tout ça qu'on essaye justement de mettre en place. Je vais donner la parole à Guillaume pour que justement il puisse expliquer comment on intervient là-dessus. Bonjour à tous.
Donc là, je vais reprendre un petit peu ce que disait sur la partie, on va dire, nomadisme et sur la partie Wi-Fi. En fait, aujourd'hui, il faut on apporte aussi une certaine agilité. Si on parlait tout à l'heure du scénario, je vais d'un point A à un point B, d'accord. Je veux garder les mêmes types d'accès, mais il faut que la personne donc soit toujours identifiée et authentifiée. Mais il faut aussi que ça soit fait de manière transparente pour que celle-ci donc puisse continuer de travailler dans de bonnes conditions. Pour ceux qui ne perçoivent pas identifier et authentifier, c'est identifier, c'est qui je suis, d'accord. Et authentifier, c'est être conforme à mon identification, c'est dire ok, c'est bien vous, je tamponne, vous êtes bien monsieur Intel. Donc voilà. Donc aujourd'hui, donc avec nous, avec ces solutions extrêmes, donc on a cette capacité de pouvoir diffuser donc ces mécanismes-là. Après, on parlait tout à l'heure des Wi-Fi, enfin des réseaux sans fil, on va dire invités, qui sont des portes ouvertes pour faire des tentatives d'intrusion, des scans, ce genre de choses. Nous, on peut proposer ce qu'on appelle aussi chez Extreme, ce qu'on appelle la clé privée partagée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une clé, d'accord, mais qui va vous être fournie soit par mail ou par téléphone, et qui va être utilisable soit pour un certain nombre de devices et pour une certaine durée. Comme ça veut dire que vous pouvez emmener plein d'équipements de type biode ou autre. Si vous limitez à une connexion, il n'y aura qu'un équipement qui pourra se connecter, et si la personne s'est trompée, elle ne pourra plus se connecter derrière. Donc c'est par exemple comme des événements comme aujourd'hui, c'est un scénario qui peut être proposé. Donc voilà, où on parlait de nomadisme tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut, avec le télétravail ou ce genre de choses, on veut que l'utilisateur qui est chez lui, il fonctionne dans un certain cadre avec un certain profil. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en place pour cette personne-là. On va lui dire, tu branches, c'est comme on a des mini-box en fait qui vont se brancher derrière la connexion Internet, et après il va travailler que dans un cadre qui est bien délimité en Wi-Fi et ou en filaire. Donc voilà. Et après derrière, on va pouvoir pousser certaines règles, des politiques de sécurité pour encadrer les accès auxquels il a droit. Voilà. Ça mérite d'être creusé, ça. Je pense que ça mérite. Il y a effectivement un point qui est intéressant, c'est comment je peux cloisonner jusqu'au ce mode de télétravail. Finalement, mon service, il y a une notion de VPN qui a été évoquée, il y a des notions de protection de données, d'encryptage de disques durs. Très bien, mais si, comme nous tous, on a une box résidentielle, on a des enfants qui sont aussi là, mon fils se balade sur le web avec une agilité exacerbée génération après génération, une capacité à aller dans le dark web très facilement, même s'il est petit, ou du moins à pas forcément avoir conscience des impacts que ça peut avoir. Donc protéger l'utilisateur, même en termes de connectivité, dans du home office, alors qu'il y a un ensemble d'éléments et de facteurs qui sont autour que je ne maîtrise pas, que eux-mêmes ne maîtrisent pas et qui pourraient être source d'attaque. C'est effectivement là où il y a des enjeux qui sont à regarder en termes de conceptualisation de comment je donne l'accès à ces ressources, parce qu'on peut protéger les données, on peut avoir des PC vides, mais si à la fin j'ai une source à côté qui peut être malveillante intentionnellement ou pas, c'est là aussi où il faut faire attention à ça, comme d'empêcher des connexions vers des hotspots des voisins, vers le réseau Wi-Fi du McDo d'à côté, vers le SSID ouvert de l'entreprise d'à côté. Il faut qu'on puisse aussi cloisonner ces espaces-là, au même titre qu'on cloisonne un PC. Oui, je crois qu'on en parle juste après. Ouais. Avant de conclure, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? À distance? T'es sûr? On les a écrites ce matin. T'es sûr? Non? Ok, bon. Bon, allez, avant de conclure, on a encore quelques minutes. Avant de conclure, je vais me tourner vers Jack Noël. Jack, si vous voulez bien. Alors, comme tout bon speaker qui a mal fait son boulot, je vais lire mon texte, parce que je n'ai pas appris la fiche par cœur. Donc, j'ai repris ce qu'il y avait sur le site de l'UBS, de l'Université Bretagne Sud. Donc, Jacques, vous êtes ingénieur partenariat numérique cybersécurité de l'Université Bretagne Sud. Vous contribuez dans ces domaines à valoriser les partenariats de l'UBS avec les acteurs socio-économiques et les entreprises, en particulier au profit de la recherche. Et vous êtes également chargé de la montée en puissance du Cyber Security Center, qui a vocation à fédérer toutes ses activités autour de la cybersécurité. Voilà. Bravo.
plus sérieusement, vous avez entendu nos industriels, vous avez entendu nos consommateurs que sont les DSI, les RSSI, les consultants, etc. Si on parle, si on parle pour l'Université Bretagne Sud, quand vous entendez tout ça, la question c'est qu'est-ce que vous préparez? Vous, c'est votre métier, vous le connaissez. Qu'est-ce que vous préparez? Quelle est la réflexion aujourd'hui de l'UBS en termes de préparation, de sauvegarde, de sécurité et peut-être d'avenir, du coup, parce que vous préparez nos jeunes de demain? Ok, merci beaucoup Cédric. Donc effectivement, je suis Jack Noël. Donc soit Jack Daniels ou Père Noël en fonction des jours. Hein. Mais aujourd'hui universitaire. Et non, il ne faut pas hésiter, hein, j'ai l'habitude. Et donc, mais je vais essayer de ne pas trop avoir un langage universitaire aujourd'hui. C'est un petit clin d'œil également à Cédric. Donc moi, c'est dit très brièvement, mais ça va me permettre d'introduire le sujet. Donc moi, je suis chargé avec un collègue prof d'université d'animer la communauté cyber de l'Université Bretagne Sud, un UBS, c'est pas la Banque Suisse, hein, désolé, mais l'Université Bretagne Sud. Je voudrais insister 2 secondes sur la notion de communauté. Donc nous, on a 3 campus, Vannes, Lorient, Pontivy, et on fait beaucoup de choses en cyber avec des gens dans ces 3 campus, et essentiellement Vannes et Lorient. Et donc on essaie de créer un sentiment d'appartenance, mais ce sentiment d'appartenance, il existe également au niveau du territoire. Vous le savez peut-être, c'est que le Morbihan est en pointe sur la cybersécurité du territoire. Il y a vraiment une action de l'État, impulsée par le préfet. Il y a une action de l'association des maires du Morbihan. Donc on est là au niveau des collectivités territoriales. Et il y a une action qui est vraiment menée avec tout cet écosystème. On se connaît tous, il y a une forme de connivence. On a également cette relation forte avec la région. Et je salue vraiment au passage le travail formidable que fait Partifan, c'est vraiment sincère. Bref, on est dans un écosystème qu'on peut vraiment traduire de communautaire. Et où tout le monde se tient, si j'ose dire. Puisque la force du Morbihan, si j'ose dire, c'est qu'il n'y a pas de grande métropole comme Rennes, qui est un vrai centre de gravité pour la cybersécurité, mais qui pourrait avoir la tentation éventuellement d'écraser un peu tout autour de soi. Nous, on a Vannes et Lorient qui s'équilibrent. C'est ça que je voulais commencer par dire. Ensuite, mon deuxième travail, c'est faire l'interface entre l'UBS et le monde extérieur. Donc moi, j'appartiens à la direction de la recherche et l'innovation. Et pour nous, l'innovation, c'est le lien entre l'université et le monde de l'entreprise. Donc nous avons 14 laboratoires, au sens laboratoire de recherche, dont 5 qui font de la cybersécurité. Et l'un de nos axes, c'est de traduire cette recherche en cybersécurité en innovation et donc en lien avec le territoire. Parce que cette connexion avec le territoire, c'est vraiment un axe fort de notre gouvernance. On veut vraiment être une université qui est complètement insérée dans son territoire. Et ça va me permettre de commencer à répondre à la question, pardon, de ce préambule un peu universitaire, là, du coup, peut-être. Donc nous, université, nous sommes là pour former des jeunes. Donc dans le jargon formation initiale, si on regarde les chiffres, nous formons en cybersécurité entre 400 et 500 étudiants par an, quel que soit le niveau. C'est-à-dire qu'on forme à Bac plus 3. Souvent, lorsqu'on raisonne cybersécurité, on pense Bac plus 5 ingénieur. Nous le formons déjà au niveau Bac plus 3 en cybersécurité, niveau, pour faire simple, cadre intermédiaire. Nous formons au niveau Bac plus 5, donc école d'ingénieur, on a un magnifique spécimen ici, avec Julien, qui a donc suivi notre formation en cyberdéfense dans notre école d'ingénieur, et qui donc maintenant a monté sur le territoire sa propre entreprise. Nous formons au niveau master, on forme également au-delà, donc Bac plus 8, ça va être thèse, Bac plus 10, post-doctorat. 400, 500 étudiants par an, de nouveau, quel que soit le niveau. Donc nous sommes une petite université du territoire, donc environ 11 000 étudiants. Mais en cyber, lorsqu'on regarde les chiffres, nous sommes entre le deuxième et quatrième fournisseur de compétences cyber en formation initiale au niveau national. Vous voyez ? Et cette dynamique, on va la poursuivre, puisqu'on crée un nouveau campus, en fait, à Vannes,
campus qui va s'appeler cybersécurité et data science, où en fait il y aura une grosse partie de nos filières cybersécurité, notamment de l'école d'ingénieurs de Vannes, mais également une partie de nos filières data science statistique. Et pour donner un premier élément de réponse, et ça a été évoqué un peu lors des interventions, c'est qu'évidemment la data, c'est notre quotidien. Nous-mêmes, nous devenons des données numériques. Ils sont monétisables, protégés par qui, comment, hébergés par qui, comment. Avec la donnée, on traduit des usages. Avec la donnée, on fait de la prédictibilité. On avait une conversation ce matin autour des données de santé, typiquement, qui sont en elles-mêmes des données sensibles, même au sens de la RGPD, de la réglementation européenne. Et donc ça, on va fusionner, enfin, on va mettre ensemble, pour faire simple, nos statisticiens, nos futurs statisticiens. Et maintenant, derrière statistique, il faut comprendre intelligence artificielle et nos étudiants autour de la cybersécurité. Ok, alors juste, merci beaucoup. Juste une question concernant le thème du nomadisme et les actifs informatiques. C'est au niveau de l'UBS aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses comme ça. Est-ce qu'il y en a un particulier que vous avez le droit dont vous avez le droit de parler? Alors, je vais être très, très transparent, mais ça sera également, pour vous dire qu'on est tous atteints par ça. Il se trouve que notre antivirus était Kaspersky. Voilà. Voilà. Et donc là, Kaspersky, l'ANSSI se pose des questions, etc. On l'a pas choisi Kaspersky au hasard initialement. C'est que ça fait partie des marchés publics de l'État. Globalement, il y a 5 solutions d'antivirus qui sont dans les marchés publics et Kaspersky en faisait partie. Donc là, on a basculé assez rapidement vers une autre solution. Et ce que vous pouvez retenir par rapport à ça, c'est qu'en fait, nous sommes en train de passer de la notion d'antivirus au sens classique, traditionnel du terme, à une notion d'EDR. Alors, pardon, ça va être encore du jargon, là. Je suis pas du tout pédago, là. Donc, c'est Endpoint Detection and Response. Ça veut dire simplement qu'on déconcentre la sécurité, enfin la cybersécurité, pour faire très simple, à chacun des postes, à chacun des points déconcentrés avec une dose d'intelligence artificielle, pour être proactif par rapport aux attaques. Premier élément de réponse par rapport à notre propre problématique. Deuxième élément, ça va continuer à vous faire sourire, c'est que notre data center, il a brûlé il y a 15 jours. Enfin, il a commencé à brûler il y a 15 jours. Voilà. C'est-à-dire qu'on a eu physiquement un début d'incendie. Voilà. Donc là, coup de bol, si j'ose dire, c'est tombé un week-end. Et donc, notre DSI a passé globalement 3 jours à rétablir l'ensemble de le système, et Dieu sait si on en a beaucoup. Et pas plus tard que le week-end dernier, là, le coup du système a eu trop chaud et ça s'est également arrêté. Voilà. Non, mais vous voyez. Et donc là aussi, notre DSI a été sur le front. Il faut savoir que depuis le Covid, et là, je tiens à saluer les équipes de l'UBS, à la fois les équipes de la DSI, parce que d'un seul coup, il a fallu basculer tous nos cours en mode distanciel, c'est-à-dire l'étudiant en train de suivre le cours dans son lit avec sa tasse de café à la main. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça sur Teams. C'est un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais également, notre pédagogie a dû s'adapter. Aussi. Et donc là, à la fois notre DSI et notre service universitaire de la pédagogie, ils ont vraiment été sur le pont là, avec le Covid. Et on a comme réussi à faire un triple salto arrière, à revenir sur ses pattes. Enfin, retomber sur nos pattes, pardon. Et donc, pour le dernier exemple, là où notre système a eu trop chaud, donc il s'est arrêté de fonctionner. Donc là, de nouveau, 2 jours pour tout rétablir. C'est-à-dire, une partie de nos services sont tombés, c'est ça que ça veut dire. En discutant avec la DSI, l'avantage de cette situation-là, c'est que là, du coup, ils sont à fond dans le PRA, plan de reprise d'activité. Ils avaient mis le PRA un peu sous le coude, etc., en disant, on va y réfléchir un peu plus tard. Là, du coup, ils se disent, OK, là, c'est du réel. Il faut qu'on avance PRA, plan de reprise d'activité, PCA, plan de continuité d'activité. Parce qu'évidemment, pour terminer sur la question du nomadisme, donc là, de nouveau, on est dans un modèle hybride, formation présentielle, distancielle, et on a les étudiants un peu partout, et on a également les enseignants-chercheurs un peu partout. Un simple exemple, et j'arrêterai là, on est sur un système qui s'appelle Eduroam. Quelle que soit l'université où vous êtes dans le monde, avec vos identifiants et mots de passe, vous pourrez vous connecter
il m'arrive très souvent en tant qu'universitaire de voyager. Par exemple, j'étais au Qatar. Et ben, l'université du Qatar, vous loguez sur EduROM, et donc le système va me reconnaître et m'attribuer un certain nombre de ressources. Et tout ça, évidemment, ça se gère et ça se sécurise. Merci beaucoup. Merci. Avant de conclure complètement cette seconde table ronde, est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, je dois partir. Si vous avez des questions pour l'université, surtout, n'hésitez pas. Et je tiens à le dire, une grosse partie de nos étudiants sont formés dans l'alternance. C'est-à-dire qu'ils passent la moitié de leur temps à l'université ou à l'école d'ingénieur et la moitié de leur temps à l'entreprise. Si jamais vous cherchez des alternants en cybersécurité, et de nouveau, pas plus 3, pas plus 5, surtout n'hésitez pas. Merci beaucoup, merci. Je rajoute une petite chose. Vous nous avez aussi proposé pour des adultes déjà en place, des cadres, de suivre des formations au niveau de l'université. Alors, merci de me le rappeler. Alors, déjà, je vais commencer par faire la pub, mais pas pour l'université, bizarrement. Voilà. Il y a l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité et système d'information, qui fait un MOOC, donc un cours en ligne, qui est en fait le premier MOOC de France, devant un site sur la gastronomie, donc un MOOC sur la cybersécurité. Voilà. Et nous aussi, on fait un MOOC sur la cybersécurité sur Fun. Donc c'est pas fun au sens on s'amuse, quoique. C'est France Université Numérique. Donc on a également en ce moment un MOOC sur la cybersécurité. Il y a 7000 inscrits du monde entier, de 90 pays. Tout ça pour dire qu'on fait des formations en ligne. On fait également beaucoup de sensibilisation, d'information au profil du territoire. C'est un peu ce que je fais ici aujourd'hui. Et vraiment, à titre d'exemple, on a développé, et ça va résonner avec tout ce qui a été dit, on a développé un DU, un diplôme universitaire dans le jargon. Donc en fait, c'est un diplôme qui est fait sur mesure en fonction d'un besoin. Et donc on a développé un DU qui s'appelle Cyberdéfense des TPE-PME. Et au départ, le besoin venait en fait de la gendarmerie du Morbihan. Parce que eux, dans le rôle de conseil auprès des entreprises et des collectivités territoriales du Morbihan, ils avaient besoin de monter en compétences. Et donc, c'est ce qu'on a contribué à faire avec eux. Et donc, ce DU est ouvert, évidemment, toujours aux gendarmes, mais également aux collectivités territoriales et aussi aux entreprises. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Merci Jacques. Merci beaucoup, merci.